Plus qu'une simple saga, les 6 premiers volets de Star Wars racontent la tragédie d'un homme, Anakin Skywalker, ne maîtrisant guère ses émotions. Dominé par ses passions, il pense que son destin le conduit inexorablement vers le côté obscur de la Force. À mon sens, l'univers créé par George Lucas s'inscrit dans une vision héritée des grandes tragédies de la Grèce antique. Comme l'écrit le philosophe français Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Parfois, la vie requiert de laisser l'intellect prendre le pas sur l'émotion. L'exemple du jeune Skywalker devenant Dark Vador n'en est que plus criant. S'abandonnant à ses pulsions, le personnage se détruit de l'intérieur en cultivant le ressentiment. Son manque de recul sur le monde sera la source de sa perte. Agissant ainsi selon la logique de son cœur, il ne se rend pas compte qu'il fonce dans le mur. Voici donc l'analyse de plusieurs séquences des 6 premiers films pour comprendre l'évolution du personnage d'Anakin Skywalker à l'écran. Générique. Je suis ton père. Sorti en 1999, La menace fantôme retrace la découverte du jeune Anakin sur la planète Tatooine. Il révèle déjà un caractère affirmé ainsi qu'un fort potentiel créatif. Ce fils d'esclave au père inconnu suscite l'intérêt du chevalier Jedi Qui-Gon Jinn qui perçoit l'élu tant attendu pour lutter contre les forces du mal et sauver la République. Anakin incarne donc un espoir. La première apparition du jeune Anakin Skywalker intervient tandis que les forces de la République atterrissent sur la planète Tatooine. Nous découvrons les personnages du Jedi Qui-Gon Jinn, de l'impératrice Padmé Amidala et du partenaire Jar Jar Binks, marcher sur un sol désertique en direction d'une ville lointaine. La métropole semble un mirage. Nous peinons à croire que la vie peut jaillir d'un sol aussi aride. Les 3 personnages se dirigent vers une destination inconnue. Le spectateur ignore de même qui se trouve sur place. Un balayage visuel participe à nous faire découvrir la cité en même temps que les protagonistes. Le Jedi Qui-Gon commande ce qu'il voit. Quelques tribus indigènes, des maraudeurs, des fugitifs, déclare-t-il. À mesure que les personnages progressent dans la ville, la caméra dévoile en plan large la population habitant cette contrée. Nous croisons des hommes, mais aussi des droïdes et des créatures en tout genre. Paradoxalement se concentre une diversité importante d'êtres vivants au milieu d'une zone vide. Qui-Gon, perdu, décide de s'adresser à un petit revendeur. L'objectif des protagonistes ne consiste clairement pas à chercher l'élu. Une créature ailée, parlant une langue étrangère, répond à l'appel. Qui-Gon souhaite avant tout réparer son vaisseau spatial. Padmé, Jar Jar et R2-D2 regardent avec curiosité ce nouvel environnement. Le revendeur comprend la requête de l'étranger et appelle alors un petit garçon. Celui-ci descend rapidement les marches et témoigne une grande réactivité. Pas assez rapide pour son patron. Tu en mets du temps, lui dit-il. En réalité, ce jeune garçon est un esclave ne se laissant pas faire. Il témoigne une volonté d'être libre et refuse d'écouter son maître. C'est un élément disruptif. Je nettoyais les ventilos, lui répond l'enfant en levant les bras. Il conteste déjà l'autorité. Qui-Gon accompagne le gérant dans l'arrière-boutique. La première véritable intervention d'Anakin survient lorsqu'il se retrouve seul avec l'impératrice. Elle regarde autour d'elle, interloquée, et se montre surprise par l'approche déterminée de cet enfant, agissant presque en adulte. « Est-ce que tu es un ange ?» interroge-t-il. Padmé tourne la tête et ne semble pas comprendre la remarque. Padmé le regarde comme un enfant, tandis que lui se perçoit comme un adulte. Il répète le mot « ange ». Ce sont les plus belles créatures de tout l'univers, ajoute Anakin. Sa séduction assez directe détonne. Il n'agit pas en petit garçon, mais en homme. L'absence d'une figure paternelle le pousse à exercer le rôle de l'homme à la maison.
Padmé s'avance. Elle fait un pas vers Anakin. Tu es un drôle de petit garçon, rétorque-t-elle, souriante. La mise en scène passe d'un plan d'ensemble à un champ contre champ plus rapproché. Derrière ce premier échange se tisse une discrète intimité, soulignée par le pas en avant de Padmé. Anakin est un passionné, et c'est là sa plus grande faiblesse. Entouré d'adultes, il écoute les conversations des négociants et des pilotes. Anakin est un adulte né qui n'a pas connu d'enfance véritable. S'il possède le corps d'un enfant, il résonne en homme mûr. Il rêve de quitter la planète Tatooine et se vante d'être pilote depuis toujours, selon ses termes. Présent depuis l'âge de 3 ans sur place, Anakin raconte l'histoire de sa mère vendue en esclave. Lorsque Padmé lui fait remarquer sa condition d'esclave, l'enfant s'agace et réplique « Je suis une personne et mon nom est Anakin ». Sa colère témoigne son refus d'accepter sa situation. Une autre raison peut tout aussi bien expliquer son attitude désinvolte. Il tente de séduire Padmé en se faisant passer pour un pilote aguerri et mature, tandis que la jeune femme le ramène à sa situation d'enfant d'esclave. Elle est impératrice. Anakin, au contraire, appartient à la classe populaire. Padmé s'excuse d'une remarque formulée pourtant avec douceur. La maturité d'Anakin dissimule déjà une profonde colère et un ressentiment de ne pas être un homme libre. Il refuse qu'on le regarde comme un être inférieur, se considère comme un individu appelé à un destin exceptionnel et recherche toujours davantage la puissance pour s'affirmer. Anakin souhaite impressionner Padmé en montrant de la force, cherche à la rabaisser quand la situation ne va pas dans son sens et à s'affirmer comme un leader vengeur de tous ceux qui l'ont opprimé. L'homme à l'intérieur du corps du petit garçon souhaite prendre sa revanche sur l'oppresseur en devenant lui-même un. Avec l'apparition de Qui-Gon dans sa vie, il va enfin pouvoir se servir de sa formation de Jedi pour prendre sa revanche sur ses bourreaux au nom de la défense de la République. Sa précocité étonne autant qu'elle effraie. Sorti en 2002, l'attaque des clones présente un Anakin affranchi de son statut d'esclave. L'action se déroule 10 ans plus tard, et le personnage apprend à maîtriser la force sous les enseignements du chevalier Obi-Wan Kenobi. Un élément va toutefois le changer, la séparation avec sa mère. Ce vide affectif s'amplifie à partir du second opus. Le garçon devenu homme conquiert l'impératrice, mais il s'agit d'une faiblesse au cœur que ne tardera pas à exploiter les ennemis de la République. La première apparition d'Anakin dans le second opus, l'attaque des clones, intervient tandis qu'il se trouve dans un ascenseur avec son maître Obi-Wan Kenobi. Le petit a bien grandi et métaphoriquement va chercher à gravir les échelons de la hiérarchie des Jedi. Une problématique se pose. Sa précocité lui génère une arrogance bien difficile à canaliser pour son coéquipier. À vouloir grandir trop vite, Anakin grille les étapes au point de susciter de multiples rappels à l'ordre. Obi-Wan lui fait remarquer l'anxiété qu'il observe. Il constate qu'Anakin appréhende l'idée de revoir l'impératrice Padmé. Obi-Wan lui demande de se détendre. Première constatation, Obi-Wan reste calme et concentré, tandis que son apprenti ne peut contrôler ses émotions. Anakin répond avec arrogance qu'il lui a déjà sauvé la vie à plusieurs reprises. Il dissimule sa peur de revoir l'impératrice derrière un sentiment de supériorité. Obi-Wan accepte avec le sourire la remarque. « Je ne l'ai pas revue depuis 10 ans, maître », lui confie Anakin. Ce dernier souhaite faire bonne impression en soignant son image. Il pense en réalité par pur narcissisme davantage à lui qu'aux autres. Les deux hommes arrivent au sommet du bâtiment. Padmé salue avec la courtoisie due à son rang Obi-Wan. Nous passons d'un plan d'ensemble à un gros plan lorsque Padmé aperçoit l'apprenti. L'attitude distante et professionnelle adoptée avec Obi-Wan s'efface au profit d'une intimité installée avec Anakin. Obi-Wan disparaît en amorce, tandis qu'Anakin surgit du hors-champ. Ce dernier se rapproche du centre du cadre. D'abord en périphérie, il veut s'imposer comme le sujet principal de l'échange. Une nouvelle fois, à l'instar de la menace fantôme, Anakin lui dresse un louange sur sa beauté physique. Elle est surprise de la métamorphose physique du petit garçon.
Anakin a certes grandi, mais Padmé au contraire n'a pas vieilli. Il semble rattraper avec une grande vitesse l'âge de l'impératrice. La barrière générationnelle s'efface et avec elle s'ouvre la possibilité d'une union. Après le compliment, le sourire gêné de Padmé n'est pas sans rappeler celui de la menace fantôme. Pour moi, tu resteras toujours le petit garçon de Tatooine, rétorque-t-elle. Elle essaie de maintenir la barrière de la différence d'âge qu'Anakin souhaite abolir. Le regard de Padmé conserve une cohérence. Les convives se réunissent dans un salon pour converser sur les dangers menaçant la République. Padmé veut savoir qui intente à sa vie. Obi-Wan dit qu'il la protégera, mais qu'il ne peut pas exercer le rôle d'enquêteur. Anakin le coupe. « Nous allons retrouver celui qui essaie de vous tuer, je vous le promets, déclare-t-il. Le jeune apprenti outrepasse sa fonction en brisant une nouvelle barrière. Il refuse de rester un simple apprenti et souhaite prendre le contrôle de la situation. Ici réside le problème. Anakin veut faire rougir Padmé pour mieux la séduire, faire disparaître la barrière de l'âge, tout en abolissant la limite entre le maître et l'élève. Un gros plan sur Obi-Wan, circonspect, le présente, contestant ses affirmations. Contre-champ sur Anakin, continuant à poursuivre sa pensée. Son arrogance témoigne qu'il se trouve hors de contrôle. Padmé assiste à la scène en tentant de rester neutre. Obi-Wan lui rappelle qu'il est le maître. Anakin lui demande pourquoi. Un plus gros plan encore marque l'agacement intériorisé d'Obi-Wan. Comment parvenir à maîtriser son apprenti incontrôlable? Anakin donne une définition du Jedi ne correspondant pas à celle édictée par le Conseil. « Tu dois rester à la place qui est la tienne », dit froidement le maître. Anakin baisse les yeux. Obi-Wan remporte cette confrontation, mais pas la guerre. Les convives se retirent. L'apprenti se plaint auprès de Jar Jar que l'impératrice ne le reconnaît pas. « Je pense tous les jours à elle, et elle m'a oublié, » confie-t-il. Obi-Wan l'interpelle en lui expliquant qu'il ne se focalise que sur les aspects négatifs. Derrière son sentiment de supériorité et son arrogance sommeille une peur profonde de l'impuissance. Prétentieux, il pense pouvoir à lui seul sauver ses proches. Il refuse de reconnaître qu'il n'est qu'un homme devant accepter de ne pas tout contrôler. Anakin laisse ses émotions prendre le pas sur sa raison. Or, un Jedi se doit de faire preuve de sagesse. Il s'autorise un droit d'aimer allant à l'encontre de la philosophie inculquée par son précepteur. Sa perpétuelle insatisfaction nourrit une rancœur personnelle et son amour se révèle destructeur. Plus tard dans le film, Anakin retrouve sa mère détenue par des pillards. Il réussit à la libérer mais la regarde mourir dans ses bras. Cette impuissance à la sauver contribue à lui rappeler qu'il n'est qu'un homme comme un autre. Or, Anakin possède une soif de pouvoir digne de Dieu. Il laisse exploser sa colère, oublie son enseignement de Jedi et exprime sa vengeance en assassinant tous les brigands. Anakin devient officiellement orphelin, rejette la faute sur son mentor Obi-Wan et essaie de retrouver en Padmé sa mère disparue en transférant auprès d'elle son angoisse de la perte. Sortie en 2005, La Revanche des Sith marque la véritable rupture du personnage d'Anakin avec son identité passée. Entreaperçu dans le second opus, sa frustration et son insatisfaction causeront définitivement sa perte. Si Obi-Wan ne parvient pas à le canaliser, un autre homme saura appuyer sur un levier psychologique pour mieux le manipuler. Anakin sera incapable de se détacher de son entourage. Le point de rupture intervient lorsqu'Anakin se trouve confronté à un ultime choix. Après avoir informé le maître Jedi Mace Windu de l'identité Sith du chancelier Palpatine, il assiste à l'affrontement physique entre les deux hommes. Maître Windu prévient le Seigneur Noir des Sith, sabre laser à la main, de son arrestation. Palpatine, habile manipulateur, suggère à Anakin que les Jedi veulent prendre le contrôle du Sénat. Or, le chancelier se refuse à l'échec et projette des éclairs sur son ravisseur. La mise en scène adopte le point de vue du témoin passif, Anakin. Palpatine l'appelle à l'aide en lui rappelant qu'avec lui, il peut sauver sa femme Padmé promise à une mort certaine. L'apprenti écoutera-t-il sa raison en restant fidèle au conseil des Jedi
ou son cœur en sauvant Dark Sidious? Le protagoniste se trouve devant un choix qui scellera son destin. Perdu, il n'agit pas tout de suite. Il lutte à l'intérieur de lui pour connaître la réponse. Palpatine dit à Anakin que ses forces s'amenuisent. Maître Windu agit, tandis que Sidious use de la parole à des fins de contrôle de l'esprit de Skywalker. Le Jedi déclare qu'il compte en finir une bonne fois en tuant l'ennemi au sol. Une première opposition s'affirme chez le principal témoin. Il doit être jugé, dit Anakin. Windu lui rétorque que le chancelier est trop dangereux pour qu'on lui laisse la vie sauve. Palpatine simule une nouvelle fois sa faiblesse par des complaintes verbales. Il incarne un habile comédien sachant émouvoir son audience. Son interprétation de l'homme en fin de course réussit à convaincre Anakin. J'ai besoin de lui, poursuit le témoin. Au moment où Maître Windu s'apprête à achever son adversaire, le témoin passe à l'action et choisit d'embrasser le côté obscur de la force, en écoutant son cœur plutôt que sa raison. En participant à arrêter Mace Windu, il pense pouvoir vaincre la mort et sauver Padmé. En réalité, il précipite la disparition de sa femme. Il pense tuer par amour pour une femme. En réalité, son seul amour est celui de l'autodestruction. Il pense devenir libre. En réalité, il se soumet à un seigneur Sith en devenant son instrument de conquête impériale. Dicté par ses émotions, le jeune Anakin se laisse séduire par un mirage de grandeur. En réalité, il meurt définitivement sous les traits de Dark Vador. Le chancelier simulateur réveille son énergie en jetant une nouvelle salve d'éclairs sur un Jedi affaibli. Anakin se demande la raison de son action. « Tu suis ton destin, Anakin », déclare Dark Sidious. À genoux, il prête serment de se rallier au côté obscur de la Force et demande à ce que l'on préserve la vie de sa femme. Erreur fatale, son attachement le perd définitivement. Anakin meurt pour donner naissance à Dark Vador. Dans la dernière partie du long métrage, Obi-Wan retrouve la trace de Vador sur la planète volcanique Mustafar. Aveuglé par sa colère et son obsession du contrôle absolu, il donne la mort à Padmé qu'il s'était juré de protéger. Si Anakin avait écouté Maître Windu au lieu de Dark Sidious, la future mère de famille serait toujours vivante et la galaxie préservée. Vador tue sa compagne et rejette la faute sur Obi-Wan. Il refuse de voir le réel. « Tu as laissé ce seigneur noir des Sith corrompre ton cœur », déclare l'ancien maître Jedi en s'apprêtant à combattre. Au nom de la préservation de la vie, Anakin devient celui qu'il s'est toujours juré de détruire. Une nouvelle fois s'exprime non la générosité dévouée aux autres, mais l'amour de l'autodestruction. Vador parle de son nouvel empire. Il cède à ce que le philosophe grec Épicure nomme les désirs non naturels, non nécessaires. Autrement dit, Anakin souhaite parvenir à acquérir l'immortalité à travers Dark Vador. Il recherche la gloire, les honneurs et désire la souffrance en fantasmant sur des idées abstraites et impossibles à réaliser. Vador entend créer un monde meurtri à l'image de sa blessure narcissique. Sa vision prend clairement la dimension d'un régime totalitaire opposé à toute logique de liberté et de démocratie. La blessure personnelle d'un seul homme peut être la source d'une dictature imposée à tous. Vador, perverti par la pensée de Dark Sidious, se trompe de cible. Obi-Wan prévient son ancien apprenti que le combat s'arrête. Vador, aveugle, se jette dans le néant. Obi-Wan l'achève. Après la disparition psychologique d'Anakin survient son délabrement physique. Rampant au sol, l'ancien élève disparaît au profit du monstre meurtri dans sa chair. Sous les yeux émus d'Obi-Wan, les deux hommes ne se reconnaissent plus. Tout se passe comme si Vador cultive la volonté inconsciente de mourir en se précipitant sciemment dans le gouffre. « Tu étais l'élu, c'était toi. La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux », scande Obi-Wan. Derrière les propos se dévoile l'échec d'un homme n'ayant pas su comment maîtriser son élève. Le chevalier Jedi connaît lui aussi la défaite. « Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuire », ajoute-t-il. En guise de réponse, Vador répond par la haine. Déchirement digne d'une tragédie.
C'est bien la haine qui crée un monstre rampant, brûlé et impuissant. Obi-Wan témoigne sa profonde souffrance d'un homme s'adressant au cadavre d'un membre de sa famille. Nous étions comme des frères, je t'aimais Anakin. Obi-Wan parle au passé. Nous contemplons le véritable récit biblique de l'affrontement entre Caïn et son frère Abel, et de Caïn tuant Abel. Simplement, Caïn rampe au sol, tandis qu'Abel reste en vie. Anakin se consume dans les flammes. Rien ne doit survivre en lui, s'il veut personnifier la mort elle-même. Anakin meurt en adoptant le nom de Dark Vador, tout en devenant le père de jumeaux, Luke et Leia. Tourné en premier, le récit du 4e volet, sorti en 77, suit leur parcours respectif. L'ombre de Dark Vador plane sur l'ensemble de la galaxie, et celui-ci va devoir affronter ses propres enfants. L'élu arrive enfin en la personne de Luke. Le seigneur Sith Vador affronte une nouvelle fois son ancien maître Obi-Wan dans un duel au sabre laser. Dark Vador incarne cette fois-ci la toute-puissance face à un Jedi vieillissant. Si le premier possède l'énergie et la volonté, le second se distingue par sa sagesse. L'un figure la mort tandis que l'autre croit en un au-delà. Obi-Wan possède les caractéristiques du religieux et ayant la foi en une vie après la mort. Une lutte entre le bien et le mal s'engage. Pourtant, une étroite relation s'opère par l'intermédiaire de la Force. Quelques scènes auparavant, le seigneur Vador affirme ressentir la présence de son ancien maître à l'intérieur de l'étoile noire. Cette sensation dépasse la simple matérialité du monde physique pour révéler l'existence d'un arrière-monde impalpable. Sabre laser rouge à la main, la mort avance avec détermination. Obi-Wan la regarde sans crainte, il a la foi. Le disciple dit se prétendre le maître et manifeste un peu trop de confiance en lui. En d'autres périodes historiques, l'affrontement au sabre laser équivaudrait à celui entre des samouraïs japonais ou des chevaliers en côte de maille du Moyen-Âge. Il ne s'agit pas d'un hasard si l'image du duel entre Obi-Wan et Dark Vador s'ancre dans une tradition médiévale. Le Moyen-Âge caractérise le sommet de la croyance religieuse. La croyance en Dieu n'a jamais été aussi répandue que sous le règne des monarchies, des empires et des féodalités. Obi-Wan vient de cette période historique et se heurte à une pensée nihiliste propre au XXe siècle. Vador personnifie un totalitarisme ne croyant plus en l'homme. Derrière ce duel réside le combat entre le croyant du Moyen-Âge et l'athée des années 1900. Si tu me détruis, je serai encore plus puissant, affirme sereinement Obi-Wan. Les deux luttent de manière équilibrée. Le vieux Jedi croise le regard de Luke. Il trace un pont entre l'itinéraire du fils et celui du père. Obi-Wan comprend que Luke possède une faculté similaire de maîtriser la force, et qu'à travers lui persiste l'identité du petit Anakin. Le fils saura battre son père. Si les deux hommes se ressemblent, Luke écoutera les préceptes de son mentor et ne cédera pas à la tentation de la colère. Obi-Wan esquisse un sourire. Sa pérennité passe par son nouveau disciple. L'espoir persiste. À l'image du Christ, il se sacrifie au nom du bien de l'humanité. Vador frappe dans le vide. Obi-Wan ressuscite à travers un esprit guidant Luke sur le droit chemin. Il se dématérialise en devenant plus qu'un simple homme. Paradoxalement, en disparaissant dans le vide, il prouve que le mal ne triomphe pas toujours et que l'inexplicable permet de donner une place à Dieu. Dark Vador piétine une relique, tandis que l'esprit d'Obi-Wan dialogue avec Luke, l'élu. Au moment de détruire l'étoile noire, Skywalker reçoit l'aide précieuse de la voix d'Obi-Wan l'appelant à utiliser la Force. Une nouvelle fois, Dark Vador ressent cette présence abstraite à l'intérieur de Luke. En se dématérialisant, le vieux mentor se trouve partout et pleinement libre. Rien ni personne ne peut l'atteindre. Luke renonce à utiliser un radar et laisse son instinct le diriger. La foi profonde lui permet d'accomplir l'exploit de détruire l'arme de l'ennemi. Le protagoniste parvient à déjouer les probabilités et les statistiques et réussit un acte plus grand que lui-même. Réalisé par Irving Kershner en 1980,
Le 5e volet, l'Empire contre-attaque, approfondit davantage les similarités et les différences entre le père et son fils. La révélation finale sonne le début d'une nouvelle relation entre les deux hommes. La lutte prend la tournure d'une tragédie sur une filiation impossible à dissoudre. Dark Vador se contemple dans le miroir de son passé. Luke apprend à devenir un Jedi à partir des enseignements de Maître Yoda. Seul sur une planète hostile, le jeune homme dit avoir froid. Il s'apprête à se confronter à une épreuve au cours de laquelle il va devoir regarder la mort en face. L'apprenti ressent la présence de celle-ci alors qu'il n'est pas encore entré à l'intérieur de la grotte. Maître Yoda, assis dans la posture du vieux sage, lui déclare qu'il s'agit du côté obscur de la force. En s'enfonçant dans la grotte, Luke pénètre dans les tréfonds de son âme. Luke ne se doute pas de ce qu'il va découvrir sur lui-même. Son pire cauchemar surgit sous ses yeux. Filmée à moins de 24 images par seconde, cette image prend une dimension d'autant plus déterminante qu'elle va révéler un moment de vérité pour le jeune Skywalker. Saura-t-il le vaincre, selon la pensée des Jedi? Cédera-t-il à la colère et donc au côté obscur? Sera-t-il le vainqueur du duel? Luke brandit son sabre laser. Vador en fait de même. Les deux hommes engagent le combat. Le jeune Skywalker réussit à décapiter la tête de l'adversaire. Toujours tournée à moins de 24 images par seconde, la séquence représente une simple vision de ce qui pourrait advenir dans le futur. La tête tombe au sol. Luke pense sa formation terminée. Son visage apparaît alors à travers le casque de Vador. Le vrai combat ne consiste pas à vaincre son adversaire au sabre laser, mais à lutter contre son véritable ennemi qui n'est autre que soi-même. Tuer un homme est une chose, combattre ses démons intérieurs en est une autre. Ce qui s'annonce comme une victoire se révèle en réalité un échec. Luke cède à la colère. Il oublie l'enseignement majeur de Maître Yoda, consistant à recourir à la force uniquement pour la connaissance et la défense, et non pour l'attaque. Luke ne doit pas se laisser guider par ses émotions. Face à son visage projeté dans le corps de l'ennemi, il ne doit pas se laisser bouleverser et continuer à rester fidèle à ses valeurs. La droiture morale et le détachement lui permettront de se dépouiller de sa part sombre. Dark Vador incarne cette ombre projetée dans la paroi de la caverne de Platon. Luke doit sortir de la grotte et découvrir le monde par lui-même et ne pas faire l'erreur de prendre l'ombre pour le réel. Tout homme possède une part de bien et de mal en lui. Luke doit apprendre à l'accepter, à regarder le réel tel qu'il est et à ne pas prendre ses désirs et fantasmes pour des réalités. Dans la seconde séquence, il ne s'agit plus d'un simple exercice de formation. Luke affronte véritablement Vador pour sauver ses amis prisonniers. Le Seigneur Sith se bat avec une hargne confondante. Luke atteint physiquement l'ennemi. Pourtant, celui-ci lui tranche la main. Cet événement rappelle qu'Anakin a lui-même perdu ce membre lors d'un duel avec le comte Dooku dans l'attaque des clones. Une similarité entre les deux hommes. Luke, acculé, comprend qu'il a perdu la bataille, mais son esprit demeure intact. Il n'y a pas d'échappatoire, déclare le Seigneur Sith filmé en contre-plongée. Vador se trouve au sommet de sa puissance. Pourtant, il use d'un discours pour inciter Luke à le rejoindre. Il propose de compléter sa formation et de diriger la galaxie avec lui. Luke le rejette violemment. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est advenu à ton père, insiste Vador. Il m'a dit que vous l'aviez tué, répond Luke. Non, conteste l'homme casqué, je suis ton père. Luke refuse de voir la vérité en face. Il ne s'agit cette fois pas du nombre mais de la réalité. Luke refuse de croire qu'il possède lui aussi ce mal qui ronge son père. Le père cherche à éveiller les sentiments de son fils pour mieux le manipuler. C'est ton destin, poursuit Vador. Il raisonne en déterministe, pensant que la voie de son fils est déjà tracée. Luke envisage le monde différemment. Si les deux hommes possèdent les mêmes qualités et les mêmes failles, Luke décide de se laisser tomber dans le vide. Il refuse la fatalité du destin au nom du libre arbitre. Sa pensée se distingue de celle de son père, en ce sens qu'il croit en la possibilité de l'homme de choisir son avenir. Pour Luke, rien n'est écrit. Le futur évolue selon les choix de chacun. Guidé par la force et la foi, il se sauve.
Le Retour du Jedi, sixième opus de la saga sorti en 1983, représente l'ultime affrontement entre Dark Vador et Luke Skywalker. Réalisé par Richard Marquand, le combat prend la dimension d'une tentative de rapprochement entre le père et son fils. Cette fois-ci, Luke va tenter de ramener Vador sur le droit chemin de la Force. Même profondément rongé par le mal, subsiste au fond de l'âme de Vador des traces du jeune Anakin, et Luke va tenter de démontrer que son père n'est pas le mal absolu. Luke Skywalker, arrivé sur la planète Endor pour aider ses amis de la Résistance, décide de se livrer volontairement au Seigneur Vador. L'officier tend le sabre du Jedi au Sith. Dark Vador demande à rester seul avec le rebelle. S'engage alors une conversation révélant la stratégie mise en place par Luke pour ramener son père sur le droit chemin. L'empereur t'attend depuis longtemps, déclare froidement l'homme masqué. Je sais, père, répond Luke. La première discordance transparaît au cours de cet échange. Luke cherche à faire ressurgir les sentiments enfouis de son géniteur. Certes, les deux hommes ne se connaissent pas, pourtant ils partagent les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Ils se ressemblent. Vador tourne la tête vers son fils et espère toujours qu'il le rejoindra vers le côté obscur. Luke lui rappelle qu'il a été autrefois Anakin Skywalker. Il ne voit pas Vador mais Skywalker à travers l'armure métallique. Le seigneur Sith se laisse emporter par la colère. Ce nom ne signifie plus rien pour moi, rétorque-t-il. C'est pourtant votre vrai nom, vous l'avez simplement oublié. Je sais qu'il y a du bon en vous, affirme un Luke déterminé et serein. Si en lui réside le mal, alors son père ne peut pas être dénué du bien. Luke poursuit en expliquant que son père n'a pas pu le tuer. L'acte de ne pas tuer représente une preuve de la subsistance d'Anakin en Vador. Il peut être encore capable de compassion. Le seigneur Sith examine le sabre laser de son fils, reconnaît que sa formation est terminée et qu'il a déjà acquis une grande puissance. « Venez avec moi, intervient Luke. Cette fois-ci, les rôles s'inversent. Le fils tente de ramener son père sur le bon chemin de la force. Il ne s'agit plus, comme dans l'Empire contre-attaque, du père essayant d'attirer son descendant vers le côté obscur. Vador évoque la vaine tentative passée d'Obi-Wan pour le convaincre de revenir dans l'autre camp. « Je dois obéir à mon maître, dit-il. » Dark Vador se résout à une logique déterministe. Son destin est déjà écrit. Anakin incarne un homme prisonnier d'une armure dont il ne peut se défaire. Vador ne croit plus en la possibilité de revenir en arrière, ô grande dame de Luke. Faites appel à vos sentiments, père. Je sens le conflit qui est en vous. Débarrassez-vous de votre haine, implore le Jedi. Vador exclut cette éventualité. Il invoque le nom de l'empereur pour mieux dissimuler ses tourments. Il plaque une troisième identité pour rejeter son passé. En lui réside le jeune Anakin, l'incarnation masquée du mal et l'homme esclave de la volonté de l'empereur. Luke doit dissoudre le masque et l'esclave pour faire ressurgir l'enfant qui sommeille en son père. Un long plan sur Vador traduit l'affect derrière la façade métallique. L'armure commence à se fissurer. Les deux hommes engagent la lutte. Luke affirme en bon Jedi qu'il ne veut pas attaquer. Il refuse de se battre. Vador tente encore de le rallier au côté obscur, comprend qu'il possède une sœur jumelle. Si tu ne passes pas du côté obscur, peut-être elle le fera, lance le seigneur Sith. Luke laisse libre cours à sa colère. Va-t-il céder à la même faiblesse que son père? Vador subit les foudres de son adversaire. Dominé, il ne peut le contrer. Luke lui tranche à son tour la main. Les deux hommes se rapprochent en subissant les mêmes blessures physiques. Le père tombe au sol. L'empereur, assistant à la scène, lui demande d'accomplir son destin. Luke contemple alors sa main et établit un parallèle avec celle arrachée de son père. Le regard posé sur la situation est non celui d'un disciple du côté obscur, mais celui d'un fils renouant le lien avec sa figure paternelle. La blessure physique le ramène à la raison. Jetant son sabre laser, il ne commettra pas la faute. « Je suis un Jedi, tout comme mon père, » explique Luke à l'empereur désarçonné. Ce dernier souhaite l'éliminer en lui lançant une salve d'éclairs. Vador, passif, s'interroge sur le sens de ce qu'il voit.
Doit-il se résigner à accepter la mort de son fils au nom du destin et du déterminisme, ou peut-il intervenir en faisant appel à son libre arbitre? Un gros plan sur Vador traduit ses doutes. Confronté à une image insupportable, il décide d'agir, s'empare de l'empereur et le jette dans le néant. Ainsi, il se dépouille de son identité d'esclave, mais aussi de son masque. Vador choisit librement de redevenir Anakin et prouve que rien n'est écrit. Avant de s'éteindre, le père demande à voir son fils avec ses propres yeux. Même le pire des monstres reste un homme. Les deux Skywalker se contemplent en miroir. Luke réussit à raviver l'humanité d'Anakin. Il n'y a plus de filtre entre eux. Va, mon fils, affirme le père, s'acceptant enfin. Je vais vous sauver, déclare Luke. Mais tu l'as déjà fait, répond Anakin dans un dernier souffle. Si Vador meurt, Anakin triomphe. L'homme peut toujours choisir le bien, il n'est jamais trop tard pour devenir un être bon. Star Wars, en conclusion, raconte le récit d'un homme s'affranchissant une première fois de son statut d'esclave pour s'y soumettre à nouveau, et enfin s'en libérer définitivement grâce à son fils. Anakin comprend qu'il subsiste une part de lui en Luke et qu'il reste un homme malgré l'armure. Orphelin de père, né sur le sol aride de la planète Tatooine, cet enfant, en agissant en adulte, persécute ses persécuteurs. Pensant sauver sa femme d'une mort certaine, il se convertit au côté obscur, moins par amour de l'autre que par quête de puissance personnelle. Il refuse l'autorité de son précepteur Obi-Wan pour accepter celle de l'empereur Dark Sidious. En laissant ses émotions dominer sa raison, il commet l'erreur suprême. Il oublie l'enseignement digne du stoïcisme des Jedi, rester solide comme un roc face au torrent émotionnel qui le submerge. Perpétuellement insatisfait et frustré, Anakin pense que son destin est déterminé à l'avance. Il était déjà écrit qu'il deviendrait la mort personnifiée en l'armure de Vador. Anakin est bien l'élu, oui, mais il s'agit simplement de celui du mal. Pourtant, son fils Luke va lui rappeler qu'un homme a toujours le choix, qu'il n'est pas tout blanc ou tout noir, mais tout en nuances de gris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.